Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau d'Emerging Valley. Alors, je suis très très contente d'être là en présentiel, parce que ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu et c'est un très bel événement auquel je tiens beaucoup. Et je suis d'autant plus contente qu'effectivement aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, sur l'utilisation des données géospatiales. Alors juste pour introduire, c'est pour dire que c'est un sujet, on s'est beaucoup moqué de moi quand j'ai commencé à parler du spatial, parce qu'on me demandait si je voulais aller dans les étoiles. Et en fait, je continue à expliquer qu'en fait, les données géospatiales, ça ne parle pas forcément des étoiles, ça parle plutôt de notre vie de tous les jours. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui pensent qu'ils n'ont jamais utilisé de données géospatiales? Non, voilà. Donc effectivement, tout le monde à un moment donné, pratiquement tous les jours, les utilise. Et ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était vraiment de voir à quel point, de voir en quoi ça pouvait être un enjeu pour l'Afrique, un enjeu pour les entrepreneurs. Et j'ai la chance d'avoir sur ce plateau donc trois intervenants brillants et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger pour préparer ce plateau. Donc on a Mehdi Zaba, donc, qui est directeur de projet chez Telnet Space. Dia Soei, qui est psychologue cognitiviste et fondateur de Vazi. Déjà, on y va. Et Philippe Latte, donc, qui est président de Space Seed, donc, avec qui on échange régulièrement. Donc, on va voir un petit peu déjà pourquoi aborder ce sujet. Alors peut-être, Philippe, tu veux nous dire quelques mots. En quoi pour toi c'est important qu'on aborde ce sujet aujourd'hui à Emerging Valley? Oui, donc bonjour à tous. Alors, effectivement, comme l'a dit Séverine, quand on parle de spatial, on a tendance à tout de suite imaginer des fusées, des satellites. Mais en fait, ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Si on regarde l'industrie du spatial aujourd'hui, c'est à peu près 300 milliards de dollars chaque année. Et 90% en fait, de ce chiffre d'affaires, il n'est pas fait dans les satellites et les lanceurs, il est fait dans ce qu'on appelle les applications, c'est-à-dire tous les services en fait, qui sont faits à base de spatial. Donc historiquement, en fait, ce qui a commencé, c'était les télécommunications. Ça a commencé déjà dans les années 60. Et ça représente toujours une grosse partie en fait, de ces services. C'est tout ce qui est la télévision, l'Internet, au débit, etc. Donc, ensuite, dans les années 2010, on a vu arriver la combinaison du GPS avec le smartphone. Et là, on a eu une explosion des nouveaux services autour de la géolocalisation, et notamment, par exemple, Waze, enfin, toutes ces applications-là, ce sont des applications qui n'existent que parce qu'il y a des infrastructures spatiales. Donc, il faut bien voir que tous ces services-là n'ont d'existence qu'à base de spatial. Donc ça a été la seconde révolution en termes de services. Et là, on entre dans une troisième révolution qui est plutôt l'utilisation de ce qu'on appelle les données géolocalisées, c'est-à-dire des informations qui sont obtenues à partir de satellites, soit directement, donc ce sont des satellites qui observent la Terre et qui prennent des mesures de tout type dans le visible, qui sont capables de mesurer des mesures radar, etc. On pourra en reparler. Donc ça, c'est une nouvelle classe de satellites qui est apparue il y a une trentaine d'années et qui s'est depuis énormément développée, surtout ces 5 dernières années. Donc ces 5 dernières années, ce qu'on a vu, c'est que d'une part, on a vu des acteurs privés qui se sont mis à développer des petits satellites très peu chers et qui les ont lancés. Donc aujourd'hui, il y a des centaines de petits satellites qui observent la Terre, des centaines, et qui envoient ces données. Ces données sont vendues ou mises à disposition sous des conditions commerciales, on va dire, au sol. Et en parallèle, il y a des pays ou des groupes de pays, donc notamment l'Europe, qui ont lancé des programmes comme Copernicus, qui ont pour objectif de fournir des données d'observation de la Terre gratuites. Donc aujourd'hui, on a des flux de données qui sont disponibles, qu'elles soient gratuites ou payantes, mais énormément de données gratuites qui peuvent être utilisées pour développer de nouveaux services dans tout ce qui tourne autour de l'agriculture, la déforestation, tous les sujets autour de l'observation de la Terre. Il faut savoir les utiliser, je Mais suppose. voilà, il faut savoir les utiliser.
Et c'est un grand défi aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a ces pétaoctets de données, puisqu'on parle de ça, hein, de pétaoctets de données disponibles, et maintenant il faut être capable de les traiter. Et c'est un des enjeux, notamment pour l'Afrique, que les Africains, et donc les startups, les citoyens, etc., puissent s'emparer de ces données pour les transformer en services utiles au développement. Voilà. Justement, alors c'est vraiment la question, c'est en quoi l'utilisation de ces données géospatiales, ça peut être un levier non seulement d'innovation, mais également d'efficacité et de service aux citoyens. Et je vais me tourner vers toi, Dia, parce que en plus, en qualité, tu as une formation en sciences cognitives. En quoi ça t'aide, toi, dans le développement de ton applicatif, justement à répondre à ce besoin, et en quoi c'est un levier? Yes. Bonjour à tous. Oui, psychologue cognitiviste, mais personne ne va s'allonger sur un divan aujourd'hui. On va plutôt parler du projet VASI. Le projet VASI, c'est une start-up spécialisée en intelligence artificielle et on essaye de développer des algorithmes de navigation urbaine. Pour faire cela, on a pris le problème de deux côtés. Donc, on utilise les données géospatiales. Dans l'équipe, il y a des géomaticiens. Et de l'autre côté, on prend en compte aussi l'aspect psychologique de l'utilisateur. La psychologie cognitive, elle aide à comprendre les vrais besoins des utilisateurs pour pouvoir proposer un outil réellement utile. Donc là, on n'est déjà plus dans les données, dans l'espace, on est déjà vraiment dans une réponse à un besoin. Exactement. Je peux donner des exemples concrets. Donc, le projet VASI, il se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est de lancer une application mobile. Cette application mobile, c'est un outil de navigation. La différence par rapport à ce qui existe aujourd'hui, c'est qu'on sort du paradigme de l'automobile. À la base, les applications de navigation, c'était l'efficacité du chemin pour aller d'un point A à un point B. Sauf qu'un être humain, quand il se déplace, il a des contraintes situationnelles, il a des envies, et il ne veut pas forcément aller à sa destination en empruntant le chemin le plus efficace. Pour étayer ça, je dirais que on peut imaginer, par exemple, une personne à mobilité réduite. Elle voudrait, quand elle va à sa destination, elle voudrait éviter les ruelles pavées. Ça peut être pareil, un papa ou une maman avec une poussette. On voudrait éviter une pente. Il y a aussi, voilà, enfin, on essaye de comprendre les vrais besoins de l'utilisateur et de lui proposer un outil utile. D'accord. Et en fait, là, on est vraiment sur de la mobilité, donc c'est un secteur. Mais en fait, il y a plein d'autres applications qui peuvent être proposées avec ces données. Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples dans d'autres domaines. Dans d'autres domaines, non, mais je dirais que les données, aujourd'hui, par exemple, pour savoir si cette rue est pavée ou pas, les données qui existent aujourd'hui sont uniquement des données spatiales, disons. Pour pouvoir concevoir cet outil-là, on aura besoin aussi des données qui vont être fournies par les objets connectés, par l'Internet of Things ou l'Internet des objets. D'accord, très bien. Et alors, je vais me tourner, on va continuer avec Mehdi. Chez vous, Mehdi, chez Telnet, vous avez vraiment vous avez tourné votre stratégie vers la mise à disposition et l'utilisation de ces données. Alors, j'aimerais bien que vous reveniez un petit peu sur cette histoire, parce que Telnet a lancé un satellite, et puis voilà, comment vous êtes arrivé, puisque vous êtes arrivé jusqu'en Afrique. Comment vous êtes arrivé? Vous êtes parti d'un lancement d'un satellite juste à des applications pour l'Afrique. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Telnet, c'est un groupe de sociétés tunisien qui a près de 25 ans d'expérience dans le développement de systèmes électroniques embarqués et dans l'IoT. Peut-être un petit peu le micro. Et nous avons voulu nous diversifier pour créer plus d'emplois, déjà, pour les Tunisiens, en allant dans le spatial, en utilisant notre savoir-faire dans l'IoT et dans l'électronique pour le mettre au service du spatial. Donc, on a surfé sur cette vague du New Space.
pour concevoir un satellite qui va apporter plus de données de type IoT. Donc, c'est de petits satellites qui vont relever des données de différents capteurs pour les mettre à disposition de l'utilisateur. Et pendant qu'on concevait le satellite, le premier cas d'utilisation est venu d'un besoin local de la direction de santé animale tunisienne qui avait un souci pour encadrer les élevages de bétail qui sont de type nomade. Donc, ce type d'élevage, il est très répandu en Afrique du Nord et aussi il concerne les pays de la région du Sahel, où les éleveurs déplacent leurs troupeaux à la recherche de pâturage et ils franchissent les frontières. Et en franchissant les frontières, ils vont converger vers des zones humides à grand herbage et ils vont mettre en contact leurs troupeaux avec des troupeaux exotiques qui sont remontés d'autres régions et ramener vers le pays des virus qui sont exotiques aux troupeaux locaux. Et là, il s'agit d'un risque de sécurité alimentaire pour les populations, et notamment pour la Tunisie. Donc leur besoin, c'est de savoir où est-ce qu'ils vont paître exactement, quand est-ce qu'ils vont revenir pour cibler les interventions, pour instaurer des quarantaines, pour faire de la vaccination sélective, etc. Et ça, avec les télécoms qui n'ont pas une très grande couverture en Afrique, la solution satellitaire s'impose parce qu'elle est globale, elle est immédiatement déployée et il suffit d'équiper quelques mâles de chaque troupeau pour savoir où est-ce qu'ils sont allés et quand est-ce qu'ils reviennent. Et ça, c'est le satellite Challenge One de Telnet va essayer de répondre à ça en amenant plus de données IoT de localisation. Donc, il est consommateur de données spatiales en termes de localisation et lui-même, il va apporter cette trajectoire des troupeaux pour une meilleure planification. C'est une aide à la décision, une meilleure planification et une meilleure compréhension du phénomène avec les changements climatiques qui surviennent. Et c'est des choses qui, finalement, seraient très compliquées à mettre en œuvre si on voulait le faire en physique, si on voulait suivre en physique tous ces troupeaux, puisque, effectivement, les chemins, les liens, les voies d'accessibilité ne sont pas forcément aussi faciles à suivre que ça. Oui, tout à fait. C'est surtout que ça mobilise des ressources humaines énormes pour aller faire ça à travers des enquêtes. Et comme toute enquête, elle a son degré de fiabilité. Donc, le faire automatiquement et relever les données de façon plus fréquente et plus périodique, ça affine beaucoup plus les études et ça enlève cette part d'incertitude due aux enquêtes. Et alors, on voit déjà, on a déjà deux exemples très différents, puisqu'on a de la mobilité urbaine, on a des questions liées à l'élevage, mais en fait, ces questions, ce qu'on peut traiter grâce à ces données, c'est très très vaste, Philippe, parce que on peut aller sur plein de sujets, de la surveillance de côtes ou forêt, enfin, voilà. Oui, donc en fait, par définition, le spatial, enfin, l'utilisation du spatial est très intéressant pour les grands espaces qui n'ont pas d'infrastructure au sol. Voilà, c'est une fois que j'ai dit ça, c'est-à-dire que c'est là que ça présente le plus d'avantages. Donc une fois que j'ai dit ça, c'est quoi? C'est tout ce qui est maritime, évidemment, les 70% de la surface de la Terre. Donc on voit sur le maritime énormément d'applications, que ce soit pour la pollution, pour les surveillances des bateaux, pour la pêche illégale. Donc il y a beaucoup de choses autour, par exemple en ce moment, de la pêche illégale, de la détection quasiment en temps réel de bateaux qui sont dans des zones où ils ne devraient pas être. Voilà, en ce moment, c'est devenu un enjeu majeur, ces histoires de pêche. Et donc, c'est très intéressant donc, pour l'océan. Et puis, puisque là, on est ici pour parler d'Afrique, on voit bien que l'Afrique est un continent absolument gigantesque, où les infrastructures sol sont développées à certains endroits dans les villes, mais dès qu'on va dans des campagnes avec peu de densité, en fait, il n'y a pas de moyens de communication. Donc, on voit que le spatial, en fait, il est très bien adapté pour ce genre de situation. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est qu'avec l'évolution technologique en cours, la précision, finalement, de ce qu'on peut mesurer au sol, elle est en train d'augmenter très vite. Pour vous donner un exemple, le dernier satellite envoyé par Airbus, donc c'est un satellite civil, hein, ce n'est pas un satellite militaire, il permet de voir des objets de 30 cm. C'est-à-dire 30 cm, c'est vraiment très petit. C'est-à-dire on reconnaît
on reconnaît les voitures. C'est-à-dire, on sait quasiment quelle marque de voiture c'est. On sait compter les gens sur une place. On sait compter du bétail, etc. Donc, pour vous donner un exemple de où on en est aujourd'hui en termes technologiques, et donc derrière tout ça, dans la mesure où j'ai des choses très précises qui me permettent de couvrir des très grandes surfaces, on voit bien que les domaines d'application sont quasiment infinis, hein. Donc voilà. Mais est-ce qu'il faut, alors je vais me tourner vers Dia, est-ce qu'il faut forcément avoir des méga calculateurs en tant qu'entrepreneur? Est-ce qu'on peut se lancer sur un projet qui utilise ces données si on n'a pas forcément des moyens, un centre de recherche derrière? Est-ce que c'est possible? C'est possible aujourd'hui, pardon. C'est possible aujourd'hui parce qu'il y a déjà une masse de données qui a été rendue publique et qu'on utilise dans la conception des algorithmes de notre application. Mais on attend aussi et on sait, on n'est pas dans une course contre la technologie, au contraire. Il y a des données qui existent aujourd'hui, on s'en sert, et il y a des données qui vont venir et qui vont émerger dans les années à venir et qui vont nous permettre, avec les données déjà en possession, de pouvoir toujours continuer à améliorer les algorithmes de notre application. D'accord. Et alors, juste, je vais faire un petit aparté parce que je viens de rencontrer un entrepreneur qui est parmi vous aujourd'hui et donc qui m'a montré son projet de faire des poubelles connectées et donc à partir de pneus et donc qui arrive à savoir un petit peu quel est le taux de remplissage de ces poubelles. Donc au Burkina, donc petite dédicace à Draman qui se lance dans cette aventure et que je trouve formidable. Et donc alors en fait donc là ce que je voudrais qu'on revienne c'est peut-être justement sur cette aventure entrepreneuriale, ce développement. Alors Telnet, vous êtes vous êtes quand même une structure bien établie. Comment justement vous pouvez participer au développement de ces jeunes, de ces entreprises, le développement de cette utilisation de ces applicatifs en Tunisie et en Afrique pour la suite? Alors pour Telnet, on est fournisseur de technologie. On essaie de démontrer cette utilisation de l'IoT par l'espace et on met ces données-là à disposition des jeunes de tous les pays africains. On les appelle à participer pour trouver des solutions locales avec leurs propres moyens. Donc il s'agit à chaque université, à chaque jeune qui se joint à nous, d'adresser des problèmes locaux avec ses propres idées. Nous, on est une société qui peut les aider techniquement à accomplir leurs idées et à lancer leurs projets. Chacun aura sa cuisine interne pour faire mijoter ces données spatiales, qu'elles soient données Copernicus du terrain ou bien IoT de localisation, pour qu'il crée une solution qui sera vendre dans son pays. Et dans ce cadre-là, on essaye aussi de fédérer les États africains pour qu'ils participent à cette expérience de Challenge One, pour créer une constellation qui va amener plus de données, des données beaucoup plus fréquentes, et à participer réellement dans ce projet-là, pour aussi créer des besoins, les concrétiser et trouver les solutions par eux-mêmes. D'accord, donc vous faites en même temps et du coaching pour les jeunes et en même temps un espèce de networking pour pouvoir partager un petit peu vos connaissances sur ces sujets-là. Tout à fait. Donc c'est un programme qui va être lancé en 2023 qui s'appelle African Access to Space, où il s'agit de rassembler plusieurs universités africaines, plusieurs pays aussi décideurs africains, pour qu'ils se joignent à ce projet de constellation qui va aider à comprendre plus le continent africain et à gérer ces problèmes qui ne sont pas adressables par des solutions typiquement européennes. Et alors, en complément de ce que propose, ce à quoi va participer Telnet, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Alors, je m'adresse à tous les deux, hein, vous en tant qu'entrepreneur, Philippe en tant qu'expert, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour favoriser ce développement des entrepreneurs qui utilisent cette technologie-là pour proposer des applicatifs dans ce domaine? Alors, ce qu'on a vu en fait en Europe ces dernières années,
c'est que, en fait, on a vu une explosion du nombre de startups en fait, qui utilisent ces données spatiales pour faire des services, encore une fois, dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, en Europe, il se crée une startup dans le spatial, en fait, sur les applications du spatial chaque jour. Donc à peu près 400 par an, hein. Voilà. Donc en fait, c'est via toutes ces startups qui sont capables d'aller traiter ces données pour résoudre un problème spécifique, parce que généralement elles ont un client ou elles connaissent un besoin. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que c'est fait en Europe. Et moi, je pense vraiment qu'il y a un potentiel absolument énorme sur le développement de solutions à base de spatial par des startups en Afrique, parce qu'en fait, en termes de compétences, ce sont des compétences numériques. Hein. Il n'y a rien de très compliqué dans tout ça. Il faut simplement savoir comment on accède à ces données, savoir comment on les traite, etc. Mais on parle surtout de formation et d'accompagnement et de connaissances, et pas tellement en fait de compétences de base. Les compétences de base, elles sont là. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de programmes de collaboration entre l'Europe, la France et l'Afrique, mais dans le spatial, mais qui sont assez institutionnels. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment travailler à l'échelon vraiment de l'individu qui a un problème ou qui connaît des problèmes. Ben, voilà, on en a parlé là, et qui du coup est capable d'aller trouver les données qui vont bien pour développer son application dans son pays, dans sa région, etc. Voilà, donc je crois vraiment à ça. Et ça passe effectivement par un travail avec les acteurs de terrain. Donc on en a vu ici un certain nombre, hein, qui peuvent être des incubateurs, qui peuvent être des technopoles, qui peuvent être des universités, et de manière finalement à pouvoir inciter les gens, leur expliquer comment faire tout ça. On me dit qu'il faut que je me dépêche. J'essaye de gagner du temps, mais visiblement, c'est pas possible. On va peut-être dire alors juste quelques mots. Alors, Dia, quelques mots pour finir, parce qu'après, on va vous présenter rapidement un autre projet qui est tout à fait en lien avec notre sujet du jour, mais voilà. Pour finir, j'aimerais remercier Expertise France et Meet Africa. Je suis aujourd'hui ici en tant que lauréat Meet Africa 2 pour cette occasion et de pouvoir parler du projet VASI. On est conscient que c'est un projet ambitieux, que les défis sont grands, mais on pense que si on arrive à réunir les ressources nécessaires, on pourra y arriver. Très bien, merci Dia. Quelques mots? Le satellite Challenge One a été une très grande aventure. Donc, il a été démarré en 2018 et nous avons réussi à le lancer en mars 2021. Donc, actuellement, on est en train de ramener les premiers résultats de ce satellite-là qui sont très encourageants. Donc, on compte sur cette lancée-là pour agrandir le phénomène et prouver qu'on peut faire des choses en Afrique pour adresser des problèmes locaux très très vite et pas à très grand coût. Ah, mais merci beaucoup, Mehdi. Et alors, je vais dire... non, Mehdi, parce que ça va... Excusez-moi, je vais me tourner vers Aurélie, qui va nous parler d'un projet, alors justement, d'un projet Bridge qui peut faire le lien entre toutes nos préoccupations d'aujourd'hui et ce qu'on fait. Super, merci à tous en tout cas pour ces perspectives fascinantes sur l'application des données spatiales dans divers secteurs de l'économie. Moi, j'aimerais vous présenter justement un projet européen qui peut justement aider des consortiums innovants à recevoir du soutien de plusieurs organisations européennes dans le cadre du projet que je vais vous présenter. Déjà, ce projet s'appelle l'African European Digital Innovation Bridge. On va l'appeler ADIB parce que c'est quand même un petit peu plus simple. Et pour vous donner un peu de contexte sur comment cette initiative a émergé, elle a en fait émergé en 2019 grâce à la présidente de la Commission européenne, Ursula, et ça s'inscrit dans le D4D Hub, qui est une plateforme impulsée par la Commission européenne pour renforcer la collaboration entre l'Union européenne et le reste du monde sur les actions et les investissements dans l'économie numérique. Donc ce projet
a globalement pour but, on peut revenir à la slide d'avant, si possible, merci beaucoup. Ce projet a pour but de renforcer les écosystèmes d'innovation en Afrique et de les connecter avec les écosystèmes d'innovation en Europe. Donc, c'est un projet qui est soutenu par un consortium de 13 partenaires, non seulement des agences de coopération allemandes, françaises, belges, mais également des acteurs africains comme Smart Africa, Afrilab et d'autres. Donc, maintenant, je vais vous présenter un peu les différentes composantes du projet et dont vous pourrez bénéficier si vous en faites partie. La première composante, on en a beaucoup parlé dans les sessions, c'est vraiment aider les entrepreneurs à devenir des plaidoyers pour développer un cadre législatif propice au développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Donc il y a des hackathons, des bootcamps qui sont organisés pour vraiment présenter les tenants et des aboutissants de lois comme le Startup Act et aider à faire du plaidoyer pour mettre ça en place dans leur pays. Il y a également beaucoup de connexions qui va être faites entre les écosystèmes d'innovation européens et africains, notamment avec des réseaux d'investisseurs croisés qui permet de faciliter l'accès au financement pour les différents écosystèmes innovants. Il y aura également des mises en relation qui vont être faites entre les acteurs de l'innovation africains et les acteurs de l'innovation en Europe, notamment issus de la diaspora. Et il y aura enfin la formation des jeunes aux compétences entrepreneuriales, notamment via des bootcamps, des hackathons et des voyages d'études croisés. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser spécifiquement au lancement des 12 hubs d'innovation numérique, parce qu'il y a un appel à projet qui vient d'être lancé. N'importe quelle organisation aujourd'hui peut postuler pour bénéficier de ce projet. Donc, qu'est-ce qu'un hub d'innovation numérique ? Très simplement, un hub d'innovation numérique, c'est un groupe d'organisations avec des compétences complémentaires qui s'associent pour aider les PME de leur écosystème à se digitaliser. Donc, les hubs vont être organisés autour de 4 thématiques au choix, donc il faut en choisir une. La première, c'est Smart City. Donc là, l'objectif, c'est de développer des solutions innovantes pour améliorer la qualité de vie des citoyens, notamment avec des applications en mobilité, en connectivité à des opportunités économiques pour les zones enclavées, également avec des solutions de transparence par rapport aux procédures administratives. La deuxième thématique, c'est Smart Agriculture. Donc là, l'idée, c'est d'augmenter la productivité pour améliorer la sécurité alimentaire, mais également renforcer la résilience face au changement climatique. La composante thématique Digital Trade, là, l'idée, c'est de connecter les entreprises africaines à un marché plus grand et simplifier les procédures de paiement et logistique pour augmenter leur croissance. Et enfin, la thématique Clean Tech, et pour développer des solutions pour préserver l'environnement, favoriser l'économie circulaire et les chaînes de production bas carbone. Donc voilà, quelles organisations peuvent postuler pour devenir un hub d'innovation ? Eh bien, c'est très très large. L'idée, c'est vraiment de vous associer à au moins 2 organisations avec des compétences complémentaires. Donc il va y avoir par exemple une organisation qui a le réseau dans le secteur, par exemple une chambre de commerce, une chambre agricole qui fournit déjà des solutions aux PME de son écosystème, un tech hub. Il y a vraiment une innovation forte à développer en smart agriculture. Par exemple, ça peut être une entreprise qui développe des applications liées à l'utilisation des données spatiales. Et évidemment, si possible, quelqu'un qui a du financement, par exemple un VC ou une banque de développement. Donc voilà, ça peut être vraiment n'importe quoi du moment que vous avez des compétences complémentaires. Quels sont les avantages pour vous à postuler à cet appel à candidature ? Ils sont multiples. Le premier, c'est du financement. Donc il y a 12 hubs qui vont être présélectionnés et 3 d'entre eux, au moins, recevront 70 000 € de financement pour justement développer des services innovants dans leur secteur. Il y a également un budget déplacement important qui est prévu parce qu'il y a en fait des voyages d'études croisés en Europe et en Afrique pour vraiment partager l'expérience. Il y a aussi beaucoup d'accompagnement qui est prévu. Je vous ai parlé du réseau d'investisseurs, de la marketplace virtuelle, de la formation des jeunes aux compétences du numérique. Vous avez aussi beaucoup de formations, comment développer une offre de service, comment créer un business model, faire du marketing autour de ça. Aurélie, je crois qu'on nous dit qu'on a dépassé le temps. Donc en fait, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que si tu vas conclure et puis dire que voilà, on est en disposition si vous avez besoin d'informations et où trouver l'information peut-être. Donc quelques dates clés à retenir. La clôture des inscriptions, c'est le 18 janvier.
Et donc, il y a les 12 hubs qui vont être annoncés au sommet Union européenne, Union africaine, donc beaucoup de visibilité. D'ici là, si vous voulez consulter le formulaire en ligne, vous avez le site ici et je suis disponible après si vous avez la moindre question. On a des délégations qui sont là, je sais, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Tunisie. On organise des ateliers dans certains de ces pays et je suis ravie d'échanger avec vous si ça vous intéresse. Merci. Merci beaucoup Aurélie et merci à vous trois également pour votre présence aujourd'hui. Je pense que on va pas manquer de continuer à échanger. Et puis donc n'hésitez pas, vous entrepreneurs, à vous lancer dans l'aventure. Merci beaucoup.